Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour de la pause. Mon nom est Nicolas Zorn. Je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Je suis également directeur général de l'Observatoire québécois des inégalités. Bienvenue à cette session de l'ACFAS organisée par la chaire de fiscalité et finances publiques de l'Université Sherbrooke. Session qui va porter sur le rôle de l'État dans la lutte aux inégalités. La présentation, le déroulement sera simple. Nous aurons une courte présentation sur les inégalités en temps de COVID dont je serai le présentateur. Ensuite, nous aurons un panel qui portera sur le rôle de l'État dans la lutte aux inégalités. Mais plus spécifiquement, nous aurons Annick Provencher, professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Montréal, qui s'intéresse à la fiscalité et au genre, le rôle de la fiscalité en termes d'inégalité de genre. Nous aurons également Marie Connolly, qui est professeur au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui s'intéresse à la mobilité sociale. Et finalement, pour le revenu minimum garanti, nous aurons Isabelle Provencher, professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Nous aurons ensuite une période d'échange dont je recevrai les questions par écrit. Et finalement, nous aurons une dernière présentation pour conclure notre session avec Antoine Genet-Grégoire, qui est doctorant à l'Université Carleton. Donc, sans plus tarder, je vais entamer mon partage d'écran qui devrait prendre qu'un instant. Et c'est parti. Donc, les inégalités en temps de COVID. L'Observatoire québécois des inégalités, dont la mission est d'éclairer les réflexions et les prises de décision en termes d'inégalités avec des connaissances scientifiques. On s'est posé la question, quel sera l'impact de la pandémie au Québec sur les inégalités? Donc, nous avons produit le baromètre des inégalités, une publication publiée à chaque quelques mois. La dernière édition date d'octobre. Nous avons une prochaine édition qui est en préparation. Et donc, la méthodologie, en quelque sorte, c'est une quinzaine d'indicateurs qui sont publiés mensuellement, principalement par Statistique Canada, mais également par des organismes communautaires et aussi par une firme de sondage, donc la firme Léger, qui pose des questions que nous leur demandons. La prochaine mise à jour sera bientôt, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les indicateurs. Je vais vous présenter une sélection d'indicateurs et les échelles vont de 0 à 10 pour être capable de bien les comparer. Les différents indicateurs, nous les avons uniformisés de façon à ce qu'ils puissent tous être mis à l'échelle de 0 à 10, où 0 est la période, le moment le plus faible, le niveau le plus faible d'inégalité pendant toute la période, tandis que le niveau 10, le niveau maximal, plus les inégalités sont élevées, plus le point sera élevé. Et finalement, c'est regroupé selon 4 types de catégories d'inégalités: précarité économique, l'exclusion sociale, la détresse émotionnelle et finalement les inégalités de reprise. Les résultats. Lorsqu'on regarde les différentes catégories d'indicateurs pour l'ensemble des inégalités au Québec, en gros, il y a eu 3 périodes. Il y a eu le pic d'avril, donc au début de la crise, lorsque les données commençaient à rentrer, que c'était le premier mois complet que nous avions de la pandémie. Il y a eu un pic pour l'ensemble des indicateurs. Ensuite, il y a eu une baisse marquée pour la plupart des indicateurs pour l'été. Ça a commencé à reprendre à l'automne. Donc, lorsqu'on regarde les indicateurs qui composent le baromètre lui-même, nous voyons par exemple que pour le taux d'emploi, un bon indicateur d'inégalité entre les personnes qui ont un emploi et celles qui n'en ont pas, il y a eu un creux, sans surprise, en avril. Il y a eu une reprise. Mais par contre, lorsqu'on regarde ce niveau qui est presque revenu au niveau d'avant-crise, il y a quand même des inégalités prononcées lorsqu'on regarde les différents groupes qui le composent. Par exemple, les emplois moins payants ont été davantage touchés et aussi, alors qu'ils étaient revenus à un niveau à peu près équivalent à celui des emplois, de l'ensemble des emplois, les emplois moins payants ont connu ensuite une baisse vers le mois d'octobre, le mois de septembre également. Donc, on peut se demander si le taux d'emploi a pu connaître un retour à la normale depuis. Autre inégalité, les inquiétudes financières. On voit que des gens qui
sont en situation d'inquiétude financière a doublé avec la crise et ça n'a pas vraiment baissé tant que ça. On est toujours à 2 fois plus de personnes qui se considèrent en situation d'inquiétude financière. Et il faut le noter, ça touche particulièrement les femmes plutôt que les hommes, particulièrement les jeunes plutôt que les autres groupes d'âge et particulièrement la classe moyenne. Parce que ça, c'est particulier à cause que les personnes moins nanties avaient déjà un niveau élevé d'inquiétude financière, tandis que les personnes mieux nanties ont vu un niveau d'inquiétude financière beaucoup plus élevé au début de la crise, mais ensuite de ça, il leur baissait lorsque leur situation s'est stabilisée, étant donné qu'ils avaient un patrimoine sur lequel revenir, leur situation d'emploi était meilleure, et ainsi de suite. Lorsqu'on regarde le taux d'emploi selon le sexe, là aussi, malheureusement, pas de surprise, les femmes ne sont pas revenues au même niveau d'emploi qu'avant crise, alors que pour les hommes, ça a été dépassé. Fait également noter, lors du début de la crise, la situation était moins pire pour les femmes que pour les hommes, principalement parce qu'il y a eu beaucoup d'embauches dans le secteur de la santé pour la pandémie qui s'en venait. C'est davantage un secteur économique, un secteur d'emploi qui est composé davantage de femmes que d'hommes, mais dans l'ensemble, la situation ne s'est pas améliorée aussi rapidement pour les femmes que pour les hommes. Lorsqu'on regarde le taux d'emploi selon l'âge, les jeunes ont été particulièrement touchés et, mis à part les emplois d'été pendant l'été dernier, ce qui risque d'arriver de nouveau cet été, en période du printemps et de l'automne, ça a été pire pour les plus jeunes, donc les 25 ans, les 15 à 24 ans. Lorsqu'on regarde les personnes ayant récemment immigré, leur taux de chômage versus la population totale, il y a eu la population née au Canada a eu un choc moins important. Et là, c'est revenu à peu près au même niveau entre immigration récente et population née au Canada. Mais il ne faut pas se leurrer, les personnes nées au Canada ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que ceux des personnes, beaucoup moins élevé que les personnes immigrantes. Lorsqu'on regarde ça, c'est une analyse par corrélation que nous avons fait à l'Observatoire où on regarde la corrélation entre le pourcentage de la population qui est la population racisée dans un arrondissement ou dans une région versus le nombre de cas de COVID par 100 000 personnes. Et on voit la relation la plus forte que nous avons vue, c'est au niveau de la population racisée. Pour les populations plus riches ou plus pauvres dans les différentes régions et arrondissements, la relation n'était pas aussi forte. Donc, vraiment, il y a une relation qui est assez forte de ce côté-là à surveiller. Et on approche de la fin. La fréquence des incidents de harcèlement ou d'attaques raciales a beaucoup augmenté depuis le début de la crise et les minorités visibles, selon la catégorie du sondage, sont 3 fois plus nombreuses à considérer qu'effectivement, il y a une recrudescence de ces types d'incidents. Lorsqu'on regarde les situations de détresse psychologique, là aussi, il y a eu un pic, évidemment, au début de la crise, mais ensuite de ça, ça a repris de plus belle. Ça touche davantage les femmes que les hommes, ça touche davantage les jeunes que le reste de la population. Et pour conclure, les emplois plus payants versus l'ensemble, sans surprise, ont connu une meilleure situation que l'ensemble des emplois, voire ils ont même dépassé leur niveau d'avant-crise. Donc, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que la crise a eu un impact marqué sur les inégalités. Elle n'a pas eu un impact équitable, si on peut dire. Et de ce côté-ci, je vais rejoindre le panel qui va pouvoir nous approfondir ce portrait, somme toute, sommaire. Et nous allons commencer avec, je vais terminer le partage d'écran, nous allons commencer avec Annick Provencher, professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Annick, la parole est à toi. Bonjour. Merci, Nicolas, de cette présentation. Je trouve que ça dresse bien le portrait pour nos 3 présentations qui suivent. Ce dont je vais vous parler, ce qui m'intéresse, ce qui fait le tour de mes recherches, c'est les inégalités de genre particulièrement. Donc, je m'intéresse aux inégalités envers les femmes et plus précisément aux lois fiscales, la loi fédérale, la loi provinciale. Ce que je vais vous dire, ça va aussi intéresser d'autres groupes de la population, pas seulement les femmes, même si moi, c'est le sujet de recherche sur lequel je m'attarde davantage. Ça va concerner, comme Nicolas l'a dit, tous ceux dont les revenus ont été affectés par la pandémie.
On a tendance à voir les lois fiscales comme une activité de perception de revenus. Hein? Les gouvernements veulent chercher des fonds pour financer ces activités. Par contre, on utilise aussi les lois fiscales dans un désir de redistribution. Et on l'utilise de plus en plus de cette façon-là aussi. Donc, en temps de COVID ou en temps de pandémie, les deux enjeux majeurs que je vois et dont je vais vous entretenir pendant les quelques minutes que j'ai, c'est premièrement de voir comment les dispositions qui sont déjà existantes, les dispositions fiscales qui existent, surtout en matière de redistribution, comment elles peuvent déjà, avant la pandémie, avoir été un vecteur d'inégalité et comment la pandémie peut accélérer cette tendance-là. Donc, dispositions déjà existantes. Le deuxième enjeu dont je veux traiter, c'est comment on va répondre à la pandémie. Donc, la réponse que sur le plan fiscal, on va utiliser va avoir des impacts à court terme, oui, sur différents groupes, mais aussi à long terme. Je pense, par exemple, comment on va vouloir procéder pour retourner à l'équilibre budgétaire. Quelle industrie on va vouloir relancer par les lois fiscales, qu'est-ce qu'on va encourager comme industrie. Tout ça, ça va avoir un impact sur plusieurs groupes de la population. Donc, je vais en deux temps. En l'absence de crise, on sait déjà que les lois fiscales ont un effet différencié selon le genre. On le remarque déjà, bien que les lois fiscales soient assez neutres, on mentionne très peu le genre dans les lois fiscales, malgré le volume de ces lois-là. Donc, on ne réfère pas au genre, mais dans son application, les lois fiscales, dans leur application, les lois fiscales peuvent avoir un impact différencié selon le genre pour plusieurs raisons, parce qu'on sait que les femmes, comme l'a mentionné Nicolas tout à l'heure, les femmes ont un revenu annuel qui est statistiquement inférieur à celui des hommes, parce qu'elles vont être davantage influencées par les lois fiscales qui seraient pas tout à fait appropriées pour un deuxième revenu. Donc, le deuxième salaire va souvent souffrir davantage si les mesures fiscales ne sont pas appropriées. On pense, par exemple, à titre d'exemple de mesures fiscales qui pourraient avoir des effets inégalitaires, on pense aux déductions du revenu. Et là, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Donc, les déductions. C'est déjà, donc, en l'absence de crise, on a déjà des mesures qui ont un effet différencié. Pas parce qu'on le fait volontairement, pas parce que le législateur veut en arriver à un résultat inégalitaire, mais parce que dans l'application, dans le fonctionnement de la loi de l'impôt, ces mesures-là ont un effet inégalitaire. Par exemple, on a une déduction. On peut prendre pour exemple, parce que je pense que c'est celle qui est la plus parlante, la déduction pour frais de garde ou la déduction pour REER. Donc, quand on cotise à nos REER, on a le droit à une déduction du revenu. Quand on paie des frais de garde, on a le droit à une déduction du revenu. Disons qu'on a deux contribuables. Tout ça, c'est des chiffres fictifs. Ce n'est vraiment pas des chiffres qui sont liés à la loi de l'impôt sur le revenu, mais c'est pour donner un exemple. Donc, on a un contribuable A qui a un revenu de 10 000 et son taux d'imposition au contribuable A va être de 10 %. On a un contribuable B qui, lui, a un revenu de 100 000 son taux d'imposition va être de 50 %. Comme je vous dis, ce n'est pas du tout des chiffres là, qui sont tirés des lois fiscales, c'est vraiment à titre d'illustration pour que ce soit très simple. Donc, chacun a contribué à payer des frais de garde de 1 000 $. Ces frais de garde-là vont avoir un impact de 100 $. Donc, un retour économique, en quelque sorte, pour le contribuable A de 100 $ parce qu'il est imposé à un taux de 10 %. Donc, on vient diminuer son revenu de 1 000 $. Ça lui sauve 10 % d'impôt sur ce 1 000 $-là, donc 100 $. Alors que le contribuable B, bien, lui, va avoir un taux d'imposition de 50 %. Donc, son 1 000 $ va lui rapporter, entre guillemets, 500 $. Ce qui fait que plus on a un revenu élevé, plus les déductions d'impôt nous sont favorables. Dans l'exemple des frais de garde, donc ce qu'on cherche à faire, c'est un des objectifs de la politique publique derrière les frais de garde, c'est d'encourager l'égalité des chances pour entrer sur le marché du travail. Donc,
Est-ce qu'on réussit à atteindre notre objectif de cette façon-là? Si on pense qu'à Toronto, on l'a vu là, dans le budget de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que les frais de garde sont en moyenne de 1 500 $ par mois par enfant. Donc, on parle de 18 000 $ par année. La déduction fédérale pour les frais de garde est plafonnée à 8 000 $. Donc, on peut déduire de notre revenu 8 000 $. Ça veut dire qu'au plus haut taux d'imposition fédérale, on a un retour sur nos frais de garde de 18 000 $ de 2 640 $. Alors que si on a un revenu qui est imposé au taux de 15 %, donc le taux le plus faible au fédéral, on a un retour sur nos frais de garde de 1 200 $. Donc, on passe du simple au double. Donc, plus notre revenu est faible, moins on a un retour sur nos frais de garde. Donc, est-ce qu'ici, on encourage vraiment l'égalité des chances pour accéder au marché du travail pour les femmes, parce que ce sont souvent les femmes qui sont visées par un besoin en matière de garde d'enfants? Ici, on voit que la mesure n'est pas appropriée. Est-ce qu'on aurait pu procéder autrement par un crédit d'impôt, par un crédit remboursable? Donc, un crédit d'impôt, normalement, va avoir le même effet pour tous. Donc, un crédit d'impôt va être de 15 % de montant de nos frais de garde, puis ça va être déduit de la même façon pour tout le monde. Donc, déjà, ce serait plus égalitaire, même si on n'irait pas chercher plus dans le cas du contribuable A. Est-ce qu'on aurait pu procéder autrement? Mais je pense que là, c'est ce que le gouvernement fédéral propose dans son dernier budget, qui je pense que c'est pas la première promesse du gouvernement libéral pour des frais de garde abordables pan-canadiens, mais je pense que c'est une proposition qui va plus dans le sens de la politique fiscale, donc de délaisser un petit peu le côté des lois fiscales pour subvenir à ce besoin-là de la population et y aller avec une offre de services de garde abordable à 10 $ par jour, comme le proposent là, les libéraux. Maintenant, on va voir si cette fois-ci, ce service de garde pan-canadien va se concrétiser. C'est la même chose pour les REER. Donc, plus on a un revenu élevé, quand on cotise à nos REER, plus notre retour sur notre contribution au REER est élevé. Ce qu'on remarque dans les lois fiscales, c'est que, par exemple, la déduction pour REER, automatiquement, elle est davantage favorable aux hommes qu'aux femmes. Même chose pour plusieurs autres déductions, donc les avantages fiscaux liés au gain en capital. Tout ce qui concerne l'épargne et la détention de capital va souvent favoriser les hommes plutôt que les femmes. Or, on voit que la déduction pour frais de garde, elle favorise davantage les femmes. Plus de femmes vont la prendre. Pourquoi? Bien parce qu'elle est disponible pour le conjoint dans le couple qui a le revenu le moins élevé. Statistiquement encore, on est en présence de femmes. Donc, oui, elle est davantage utilisée par les femmes, mais est-ce que c'est un gage d'égalité? Je ne pense pas, parce que de subventionner un très faible pourcentage des frais de garde, je pense qu'au Québec, on s'en tire bien avec l'offre de services de garde. D'ailleurs, le Québec, la population femmes travaille sur un marché du travail beaucoup plus là, chez les mères d'enfants de 0 à 3 ans, même un des taux les plus élevés au monde. Alors que dans le reste du Canada, on ne peut pas dire ça. Donc, est-ce que c'est la meilleure façon d'arriver à notre objectif de politique fiscale? Non. Donc, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que nos déductions actuelles, ce qui existe actuellement, ce qu'on cherche à faire, cherche à atteindre l'égalité homme-femme? On a déjà des indices qu'il y a certaines dispositions que non. Et maintenant qu'on arrive dans la pandémie, c'est quoi l'effet de ces mesures-là? Bien, l'effet de ces mesures-là vont être amplifiés, comme le disait Nicolas. Plus le revenu des femmes baisse, plus le recours, parce que là, on le sait, les femmes ont perdu leur réseau de soutien à cause de la COVID, on est moins entourés, on a moins de possibilités de faire garder nos enfants. Donc, si les services de garde ne sont pas accessibles, ne sont pas abordables, et que les revenus baissent, bien, c'est certain que la décision du deuxième salaire on va évaluer toutes ces conditions-là avant de décider d'entrer sur le marché du travail. Donc, cette décision-là du deuxième salaire d'aller travailler peut être influencée par toutes sortes de facteurs qui sont liés, par exemple, à la fiscalité. Et on le voit, la reprise des emplois féminins se fait beaucoup plus lentement que la reprise des emplois masculins. Il risque d'y avoir des longues périodes sans emploi pour plusieurs femmes parce qu'elles doivent avoir la responsabilité des enfants qui ne sont pas à l'école.
par exemple, ou à la garderie, mais on se retrouve avec un effet à long terme, un effet qui va débouler sur plusieurs années parce que le fait de quitter pendant une longue période le marché du travail rend ça encore plus difficile de le retrouver ensuite. Et donc, on peut voir un impact sur toutes ces dispositions-là à plus long terme. Donc, un impact sur l'épargne, un impact sur le travail, sur l'emploi, sur le revenu à long terme. C'était un des points que je voulais vous parler. Rapidement, parce que je sens que je manque de temps. Rapidement, deuxième point, ça va être, puis on pourra y revenir peut-être en discussion là, par la suite, c'est la réponse fiscale qu'on va utiliser avec la pandémie. On l'a vu, la dernière crise, la crise financière de 2008-2009, le gouvernement conservateur était au pouvoir et puis il y a eu des réactions face à la crise, des réactions fiscales. Beaucoup, on a utilisé énormément les lois fiscales lors de la crise de 2008-2009 avec le Parti conservateur pour relancer l'économie, pour subventionner certaines industries. Et ce qu'on a beaucoup utilisé, c'est ce qu'on a appelé les coupures d'impôts, les diminutions d'impôts, qui n'étaient pas vraiment nécessairement des diminutions d'impôts, mais on a, par exemple, augmenté les revenus de chacun des paliers d'imposition. Donc, si par exemple, là, j'utilise des chiffres fictifs, mais si par exemple, on payait 15 d'impôts jusqu'à 36 000 de revenus, on augmentait le palier de 15 à 40 000. Donc, le 4 000 qui aurait dû être imposé au taux supérieur de 22 l'était maintenant au taux de 15 Ça, c'est encore une mesure qui bénéficiait davantage aux hommes qu'aux femmes parce qu'il y a moins de femmes qui se rendaient dans le haut du palier d'imposition de 15 donc pour toucher celui de 22 Donc, ce qui faisait que cette petite portion de 4 000 $-là, mais elle bénéficiait surtout à des hommes. Et puis, ça a été documenté par la suite. Même chose avec le palier suivant de 22 qui était un palier qui était le plus souvent un palier qui touchait des hommes aussi. Donc, il faut faire attention avec les mesures qu'on prend dans la reprise. Je ne pense pas que c'était volontaire. Je pense qu'on a voulu utiliser des mesures fiscales qui paraissaient logiques. On voulait diminuer l'impôt des contribuables, mais en faisant ça, on a en fait accentué les inégalités. Donc, la relance va se faire encore là en deux questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour relancer l'économie? Dans quelle industrie on va investir? Parce que les lois fiscales vont encourager certaines industries. Encore là, il faut faire attention. On a souvent vu des relances qui sont basées sur le béton, qui sont des relances qui sont surtout créatrices d'emplois masculins. Quand on parle de construction, d'infrastructures, ce sont souvent des relances qui vont créer des emplois, mais des emplois davantage masculins. Par contre, ce que je dois dire, c'est que dans le budget, oui, j'ai fini, hein? Oh, OK, je finis. Je veux juste dire que dans le budget fédéral du 19 avril, on a lancé le programme de service de garde qu'on veut faire et ça va être créateur d'emplois surtout féminins. Peu payés, mais féminins. Puis, sur la relance et sur l'équilibre budgétaire, on reviendra peut-être en discussion ultérieurement. Désolée d'avoir dépassé mon temps. Merci. Merci beaucoup, Annick. Nous allons poursuivre. Je passe la parole tout de suite à Marie Connolly du département de sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Marie, à toi la parole. Bonjour, merci Nicolas, bonjour tout le monde, merci d'être ici pour ce panel sur les inégalités et le rôle de l'État. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint que je vais mettre à l'écran et on va le partir. Vous voyez bien? Oui. OK. Donc, on nous a demandé ici pour ce panel de réfléchir un petit peu au rôle de l'État dans la lutte aux inégalités, puis les inégalités, en particulier les inégalités économiques, et en particulier la transmission d'une génération à l'autre de ces inégalités, est un de mes sujets d'étude. Donc, ça tombe bien. Par contre, ce que j'avais moins souvent fait, c'est de réfléchir au rôle de l'État. Et donc, ce que j'ai fait pour ma petite présentation, ma petite introduction, ça va être de vous présenter brièvement quelques diapos pour illustrer un petit peu le rôle de l'État. Donc, la première chose que je voulais vous présenter, c'est l'évolution des inégalités à travers le coefficient de Gini.
Puis ici, je vais sortir un petit peu de... On a parlé beaucoup là, de la pandémie, crise de COVID dans les dernières minutes. Là. Je vais sortir un petit peu, je vais aller de manière plus générale, puis je vais parler de ce qui s'est passé dans les quelques dernières décennies. Et puis, coefficient de Gini, très brièvement, plus le chiffre augmente, plus il y a d'inégalités. Et donc, un coefficient de 0, ce serait l'égalité absolue. Un coefficient de 1, une inégalité absolue. Et donc, c'est une façon en un chiffre de caractériser une distribution. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est le coefficient de Gini pour le Québec spécifiquement. Et cette série-là, c'est basé sur les revenus de travail. Ici, on a des chiffres qui vont de 1976 à 2018, je pense, ou 2018-2019. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une assez bonne hausse des inégalités. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaissait pas. On en a beaucoup parlé ces dernières années, mais une forte hausse des inégalités en termes de revenus de travail dans les années, particulièrement dans les années 80, 90, et ça se stabilise vers la fin des années 90. Et depuis, on voit même, on est sur un plateau, une légère tendance à la baisse de ces inégalités-là. Le Québec, en passant, est dans une situation assez similaire à celle du Canada. Quand on regarde les revenus de travail, les courbes se chevauchent presque. Donc, même genre de pattern. C'est un pattern aussi qu'on voit dans beaucoup d'économies à travers le monde, des fois à différents niveaux, mais le pattern, cette hausse des inégalités dans les années 80-90, c'est quelque chose qu'on remarque dans plusieurs endroits. Ensuite, en parlant du rôle de l'État, donc, il y a deux potentiel rôle de l'État ici, deux mécanismes. Le premier ici, c'est quand on compare la différence dans les niveaux d'inégalité, tels que mesurés par le coefficient de Gini, entre les revenus de travail, point, et les revenus totaux. Donc, les revenus totaux, c'est les revenus de toutes sources, y compris les prestations. Évidemment, les prestations, ce n'est pas la seule différence entre le revenu de travail et les revenus totaux, mais c'en est une bonne. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les revenus de travail, là, les revenus du marché, comme on appelle, sont vraiment ceux pour lesquels les inégalités sont plus élevées. La courbe, la série ici pour les inégalités basées sur les revenus de travail sont les plus élevées que celles pour les revenus totaux. Et enfin, un autre rôle de l'État ici, c'est l'impôt. Et donc, Annick, plus tôt, nous avait présenté vraiment l'impôt dans ce que je pourrais appeler, c'est plus micro-détails dans son fonctionnement, les déductions et ainsi de suite. Ici, c'est vraiment une approche très générale. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quel est le niveau d'inégalité avant impôt et après impôt? Et ce qu'on voit, c'est l'impôt de par sa nature généralement progressive. Et donc, les plus riches sont plus taxés. Bien qu'évidemment, dans les différentes mesures, comme Annick nous l'a dit, c'est plus subtil que ça. Mais de règle générale, les gens qui ont des revenus plus élevés payent relativement plus d'impôts. Et donc, ce que ça fait, c'est que quand on compare la série des revenus totaux avant impôt et celle après impôt, on se rend compte que l'État, de par l'outil imposition, vient réduire les inégalités. Et qu'en fait, ensuite, si on regarde justement cette série du niveau d'inégalité depuis 1976 jusqu'à presque de nos jours, la série est beaucoup plus plate, donc avec beaucoup moins de changements qu'en fait ce qu'on pouvait observer sur les revenus de travail point. Donc ici, c'est vraiment un gros rôle de l'État du côté de l'imposition et des prestations en termes d'égaliser un petit peu le revenu des citoyens. Une autre partie du rôle de l'État, une fois qu'on a fait la taxation, c'est les dépenses. Donc, ici, je vous présente le tout dernier budget du Québec de mars 2021. Du côté gauche de l'écran, ce sont les revenus. Une des grosses parts des revenus, c'est l'impôt des particuliers. Et du côté droit du diagramme, ce sont les dépenses. Et sans grande surprise, les deux très gros postes de dépenses pour le gouvernement du Québec, comme les gouvernements provinciaux au Canada, c'est la santé et les services sociaux, ainsi que éducation et enseignement supérieur. Et ce qu'on voit, c'est que
les chiffres à côté, ce n'est pas les chiffres en pourcentage, c'est les chiffres en dollars, ou en fait en milliards de dollars. Et on voit donc qu'ensemble, la santé et l'éducation couvrent pour plus de la moitié des dépenses du Québec. Et donc, quand l'État fait son choix par rapport aux dépenses à effectuer, bien là aussi, il y a une question de est-ce que ces dépenses-là sont faites en vue de minimiser les inégalités ou de redresser certaines inégalités. Et ce que je vais faire, c'est vous présenter un type de dépenses, les dépenses en éducation. Et de manière très générale, encore une fois, vous présenter un petit peu des retombées. Et cette fois-ci, ça va être des retombées intergénérationnelles. Donc là, on va vraiment plus toucher à mes travaux de recherche. Et ce que je vous présente, c'est tiré d'un travail qui est à paraître qui utilise les données sur la base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu de Statistique Canada. Ce qu'on voit, c'est différentes cohortes de naissance de jeunes Canadiens. Ici, c'est à l'échelle du Canada, mais pour le Québec, le graphique est sensiblement le même. Et donc, on a des jeunes qui sont nés en 1963 et 1985. Et ces jeunes-là, bien évidemment, ont différents parents et leurs parents ont différents niveaux d'éducation. Et ce que j'ai tracé ici, c'est 3 courbes selon le niveau d'éducation du parent, spécifiquement de la mère ici. Le graphique présente, chaque point représente la corrélation entre le rang du revenu des parents et le rang du revenu de l'enfant. Et cette corrélation entre le rang des parents et le rang des enfants est une mesure de mobilité sociale ou socio-économique intergénérationnelle. Plus cette corrélation-là est forte, plus le niveau de revenu des parents influence le niveau des revenus de l'enfant et donc moins il y a une mobilité d'une génération à l'autre. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que, premièrement, cette corrélation-là va en augmentant à travers le temps. Donc, si on compare les jeunes nés au début des années 60 à ceux nés au milieu des années 80, on voit que la corrélation est de plus en plus forte, donc il y a moins de mobilité intergénérationnelle. Et l'autre chose qui est très marquée, ce qu'on voit, c'est que cette hausse est particulièrement effectuée chez les parents qui n'ont pas de diplôme secondaire. Donc, un niveau ici assez minimal d'éducation. Et je vais revenir donc à ce que je voulais dire par rapport aux dépenses du gouvernement. Un des rôles que pourrait avoir le gouvernement, c'est de s'assurer que, par exemple, que les gens aient au minimum un diplôme d'études secondaires. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on voit ici que ça peut avoir un effet non seulement sur cette génération-là, ces gens-là, mais également sur leurs enfants. Car on voit ici que plus le niveau d'éducation des gens est élevé, moins forte est la relation entre le revenu des parents et des enfants, et donc meilleures sont les opportunités pour les enfants de cette génération-là. Et donc, le gouvernement ici pourrait avoir un rôle pour favoriser, à tout le moins, un niveau d'éducation minimal pour la population. Donc, je pense que ça tire à ma fin. Je mets ici mon contact et de toute façon, là, on continue la discussion avec Nicolas et Isabelle. Merci beaucoup, Marie. Nous allons poursuivre ce panel avec la présentation de Isabelle Provencher, qui est... Bonjour. Alors, merci. Qui est avec nous. J'ai l'impression d'être en ligne. Je te laisse parler, Nicolas, d'abord un peu? Ou j'y vais? J'allais seulement dire ton titre. Tu es professeur titulaire à l'École de travail social et criminologie à l'Université Laval. Isabelle, la parole est à toi. Merci, Nicolas. Donc, depuis 1 an, pour les raisons qu'on connaît, on évoque de plus en plus la question du revenu de base comme dispositif ou instrument potentiellement mieux adapté pour lutter contre les inégalités dans le monde actuel. C'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler au cours des prochaines minutes. Alors, qu'on invoque le revenu de base sous la forme de l'allocation universelle, qui est une allocation citoyenne versée à tous sans condition, ou sous la forme du revenu minimum garanti qui assure un niveau de revenu plancher aux individus,
La question qui se pose immédiatement, c'est celle des coûts d'instauration d'un tel dispositif. Donc, si un revenu de base peut s'avérer un meilleur dispositif pour lutter contre les inégalités que les dispositifs que nous avons présentement, combien coûterait-il à implanter? Alors, l'intérêt grandissant avec le contexte de la pandémie, on assiste depuis les dernières années, particulièrement depuis la dernière année, à une accélération des travaux d'estimation des coûts du revenu de base au Canada, au Québec et ailleurs aussi. Puis, les estimations des différents auteurs varient généralement en fonction de 3 éléments. Le premier élément, c'est le type de dispositif envisagé. Donc, est-ce qu'on veut parler d'une allocation universelle ou de revenu minimum garanti? Évidemment, ça influe sur les résultats parce que selon le type de dispositif, on fait une différence vraiment sur les populations visées, ne sont pas les mêmes, et les conditions d'accès à la prestation ne sont pas les mêmes non plus. Deuxième élément, le niveau de prestation déterminé au départ du revenu de base. Est-ce que, par exemple, le montant de l'allocation est déterminé en fonction d'un pourcentage d'une mesure de seuil de faible revenu, ou bien est-ce qu'on parle d'un montant d'une somme d'un montant X qui s'ajoute au dispositif et aux mesures qu'on a déjà actuellement? Et le troisième élément qui fait varier un peu les résultats des études sur lesquels j'aimerais vous entretenir un peu davantage, c'est la prise en compte de différents programmes et mesures, y compris les mesures fiscales dont parlaient mes collègues tout à l'heure, que remplacerait le revenu de base et qui diminue d'autant son coût net d'implantation. Puis effectivement, c'est sur ce troisième élément, qu'est-ce qu'un dispositif de revenu de base remplacerait, qu'une réflexion plus large sur le concept même de protection sociale m'apparaît essentiel avant qu'on sorte nos calculatrices. Parce que les interventions de l'État en matière de protection sociale se donnent à voir à travers différents régimes de protection sociale qui sont composés de processus, de mécanismes et d'institutions variées. C'est ce qu'on appelle le terrain de la protection sociale. Alors, les régimes de protection sociale ont pour visée générale de protéger les individus contre les grands risques sociaux que sont la maladie, le chômage, l'invalidité, etc. Par son régime, l'État favorise le bien-être individuel et collectif en élargissant les opportunités, notamment au moyen de l'égalité des chances, et qui se prolonge donc dans la lutte contre l'exclusion sociale. Quand on parle de protection sociale, généralement, on va évoquer les domaines ou les fonctions de la protection sociale, mais on peut aussi la considérer à partir des grands objectifs d'intervention. Parce que l'État peut chercher à intervenir de plusieurs manières. Il peut chercher à soutenir le revenu des individus, favoriser la prévoyance, donc l'épargne en vue de la retraite. Il peut vouloir soutenir l'emploi, l'éducation, favoriser l'équité, reconnaître des droits aux catégories de population vulnérables, reconnaître la charge de famille ou encore l'État peut poursuivre un objectif social particulier. Je vais y revenir bientôt. Alors, pour ajouter ma pierre de travailleuse sociale aux travaux en cours, j'ai dressé avec le support de mes collègues de la chaire un portrait des dépenses publiques en matière de protection sociale au Québec. Donc, ce que montrait Marie dans sa présentation, le côté gauche de sa pointe de tarte. Alors, on peut aller à la deuxième image peut-être pour montrer les dépenses de programme en matière de protection sociale. Merci. Alors, comme on peut le voir, ça, c'est les dépenses budgétaires ou dépenses de programme. Elles totalisent un peu plus de 22 milliards de dollars en 19-20. On peut constater l'importance relative de ces dépenses-là en fonction des différents objectifs. Et on voit tout de suite que les dépenses associées à la poursuite d'un objectif social particulier représentent plus de 60% des dépenses publiques. Étant donné qu'il n'existe pas de catégorie qui s'appelle dépenses de protection sociale dans les comptes publics du gouvernement, on a déterminé une catégorie qui s'appelle poursuite d'un objectif social particulier. Puis là, on a recensé les dépenses du gouvernement du Québec qui ont trait essentiellement à 3 choses. Soit répondre à une situation problème, on peut juste penser par exemple aux jeunes en besoin de protection, soit améliorer les conditions d'existence de groupes particuliers de population, par exemple les services d'aide, les programmes aux personnes immigrantes, ou bien encore les interventions qui visent à favoriser la participation sociale et l'inclusion au sens large, comme on peut penser par exemple l'octroi aux différentes subventions aux organismes communautaires.
On a fait le même exercice pour les dépenses fiscales du régime d'impôt des particuliers. Donc, ça, c'est les dépenses de programme. Et l'image suivante montre les dépenses fiscales. Alors, comme vous le savez, les dépenses fiscales, c'est des mesures d'exception ou de dérogation par rapport au régime fiscal de référence. Annick en a parlé, c'est les déductions, les crédits d'impôt, etc. On peut peut-être montrer l'autre image sur les dépenses fiscales. Que quelqu'un peut changer l'image? Parce que moi, je n'ai pas le... Quelqu'un qui peut changer la diapositive? Il n'y a personne qui peut changer la diapositive? Mais je vais continuer alors. Les dépenses fiscales liées à la protection sociale, elles sont estimées, elles, à un peu plus de 20 milliards de dollars en 2019 et elles représentent 84 de l'ensemble des dépenses fiscales. Donc, si on voyait on me dit que c'est à l'ACFAS que ça brise. Là. Si on voyait, c'est le même type de schéma que celui qu'on a vu précédemment, mais ça dit seulement que, dans le fond, là-dedans, 47 des dépenses fiscales, c'est les dépenses liées à l'objectif de poursuite de encourager la prévoyance. Donc, évidemment, si vous le devinez, il y en a 0 dans les dépenses de programme, mais c'est l'inverse, 47 des 20 milliards de dépenses fiscales, c'est les dépenses qui visent à faciliter, inciter à la prévoyance. En ordre d'importance, il y a les dépenses associées à la charge de famille, dans les dépenses fiscales, celles vouées au soutien du revenu, celles qui ont un objectif social particulier, comme on disait, celles vouées à soutenir l'emploi. Donc, on vient de le voir ici. Les dépenses qui favorisent l'équité fiscale et celles qui visent à soutenir l'éducation viennent en dernier, là, qui composent à peu près 5 des dépenses socio-fiscales. Alors, on peut les enlever, là, les images, si on a fini. Au final, quelle piste d'analyse nous suggère ce portrait des dépenses publiques en regard de la mise sur pied d'un dispositif de revenu minimum garanti ou de revenu de base au Québec? Bien, d'abord, le portrait confirme ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que les seules dépenses visant le soutien du revenu, donc dépenses de programme, dépenses fiscales, ne suffisent pas pour financer un revenu minimum garanti, encore moins sous la forme d'une allocation universelle. Par contre, étant donné l'ampleur des sommes consacrées à la protection sociale, c'est quand même 40 milliards de dollars par année, on peut penser utile d'explorer davantage l'effet de ces dépenses sur 2 points. Premièrement, il y a certaines dépenses de transfert qui visent d'autres objectifs que le soutien du revenu, mais qui ont un impact de fait sur la sécurité du revenu des individus. Qu'on pense par exemple à la déduction fiscale pour les travailleurs qui vise le soutien à l'emploi ou au programme d'allocation logement qui vise directement les populations défavorisées. Il ne s'agit pas de tout remplacer par un revenu minimum garanti, bien sûr. Pourquoi? Parce que reconnaître des charges différentes auxquelles sont confrontées des catégories d'individus reste pertinent. Par exemple, on fait juste penser aux personnes âgées qui ont des charges particulières auxquelles elles doivent faire face pour conserver leur autonomie, pour pouvoir demeurer à domicile plus longtemps, etc. À l'inverse, l'instauration d'un revenu minimum garanti doit poser la question de la légitimité du maintien de différentes prestations dans le cadre de programmes et services d'aide financière aux individus et pas juste les prestations d'assistance de dernier recours, autrement dit l'aide sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la distribution des dépenses fiscales, mes collègues en ont parlé, varie selon les classes de revenus, selon le genre, comme disait Annick, et selon les classes de revenus. Ça nous semble important à exploiter et explorer également. Parce que, par exemple, on a pris une mesure fiscale qui s'appelle la mesure du transfert des revenus de retraite entre conjoints. On a regardé la distribution selon les classes de revenus. Les résultats montrent que pour les particuliers dont les revenus sont inférieurs à 25 000 $ par année, le gain est en moyenne par individu de 168 $, tandis que le gain est de 6 000 $ par individu en moyenne pour ceux dont les revenus sont au-delà de 100 000 $ par année. Alors, en somme, réfléchir aux dépenses publiques qui pourraient être mises à contribution pour financer un revenu minimum garanti est envisageable, c'est possible, mais l'exercice demande de mieux repérer ce qui est dépensé en matière de protection sociale pour comprendre au bout du compte qui paye et qui reçoit.
parce que les finances publiques ne sont pas des réserves intarissables. L'assiette budgétaire collective a des limites. Puis, ma proposition, c'est de mieux connaître les dépenses de protection sociale parce que ça pourra que nous aider à faire des choix éclairés pour estimer les coûts d'un revenu minimum garanti et de ce fait, lutter contre les inégalités dans un contexte de l'avec-COVID qui est désormais le nôtre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Super intéressant comme présentation, toutes les trois. Nous allons maintenant passer à la période d'échange. Si vous avez des questions, on vous inviterait à, je ne sais pas si c'est possible du côté technique pour la chaire, puisque nous sommes un petit groupe, nous pourrions peut-être interagir de visu, donc face à face. Nous avons un peu de temps devant nous. Donc, si c'est quelque chose qui est possible du côté de la chaire de débloquer les visages de tout le monde pour, comme ça, bien, ça sera possible pour ces personnes d'intervenir. Et sinon, moi, j'aurais une première question pour lancer l'échange. Puis Isabelle, je voudrais rebondir sur ton dernier point. Tu disais, c'est comme proposition, si tu en avais une à faire, ce serait au niveau de l'éclairage qu'on apporte à notre capacité de prise de décision. On parle beaucoup de l'analyse différenciée selon le sexe et l'ADS+, donc, et d'autres facteurs de minorisation ou de vulnérabilité. Est-ce que ce type d'éclairage-là, jusqu'à quel point ce type d'éclairage-là et ce type de pratique, ce type de politique peut changer les choses au niveau des politiques? Donc, ça, c'est le gars de sciences politiques en moi qui parle. Là. Je sais que ça s'éloigne un peu des politiques, mais on s'intéresse aux politiques pour pouvoir les changer. Après tout, donc, mesdames, je vous poserai la question, est-ce que ce type d'analyse-là gagnerait à être faite davantage? Puis jusqu'où est-ce qu'on peut espérer d'avoir des progrès avec ce type de pratique qui s'universaliserait? Me poses-tu la question à moi ou tu la poses à tout le monde? Je vous la pose à vous trois, mais tu as le crachoir. Alors, Isabelle, tu pourrais commencer. Bien, je dirais effectivement, une des choses qu'on constate dans les études qui sont faites présentement au Canada, au Québec, sur une hypothèse de financement, d'un scénario de financement d'un revenu de base ou d'un revenu minimum garanti, c'est que une des choses qui limite les estimations, c'est l'accès aux données précises sur la distribution des dépenses publiques selon les revenus. Tout à l'heure, le schéma de Marie sur le budget du gouvernement du Québec avec le côté des dépenses, là, les comptes publics sont faits en fonction des dépenses de portefeuille. Mais dans les dépenses de portefeuille, il y a plein d'affaires. Dans les dépenses fiscales, il y a plein d'affaires. Alors, il y a un travail à faire, il me semble, d'affiner les données pour qu'on soit capable de mieux prévoir les effets, par exemple, d'une mesure comme nouvelle qui serait le revenu minimum garanti sur le genre, sur la distribution des revenus. Puis présentement, à mon avis, les outils qu'on a sont assez grossiers dans le sens que, par exemple, le modèle, les auteurs utilisent beaucoup le modèle de politique sociale de Statistique Canada, le modèle de simulation statistique, puis les données sont pas désagrégeables. Donc, il y a des mesures fiscales qui sont prises ensemble, puis tu peux pas, je peux dire, je l'enlève, je la diminue, je l'augmente, mais je peux pas jouer plus que ça. Or, si on connaissait vraiment la distribution selon les revenus des dépenses fiscales les plus importantes et qu'on soit capable de les manipuler dans des simulations de façon individuelle, ça nous donnerait plus de mordant pour pouvoir imaginer une mesure qui aiderait à mieux lutter contre les inégalités en étant le plus précis possible dans nos estimations, parce que c'est quand même la vie du monde au bout du compte. Là. On joue avec les inégalités, c'est sérieux. Là. C'est un peu... Annick, je remarque que ton micro est ouvert. Oui, je vais l'ouvrir. C'est sûr que j'ai quelque chose à dire sur la DS+. Là. Je vais rebondir sur ce que dit Isabelle. Le manque de données est très important. C'est un problème qui permet vraiment de traiter toutes les questions d'analyse différenciée selon les sexes de façon opportune, je pense. Les données sur les écarts, par exemple, entre
des hommes et les femmes sont déjà plus présentes que pour les autres groupes de la société ou sur le plan fiscal. On a encore plus de difficultés à aller chercher, à savoir avoir des données sur les effets sur certains groupes, par exemple les personnes racisées, les immigrants, les personnes handicapées. Donc, pour faire vraiment une analyse ADS+, qui soit intersectionnelle, donc on s'attarde à l'impact des mesures sur les femmes, mais aussi sur les femmes les hommes dans différentes situations précises. Aussi, faire une analyse différenciée selon les sexes, ça exige pas juste de se demander est-ce qu'il y a plus de dollars qui s'en vont aux femmes qu'aux hommes? Est-ce qu'il y a plus de dollars qui s'en vont aux personnes de telle communauté culturelle ou telle autre communauté culturelle? Faire une analyse différenciée selon les sexes, ça demande, et le but derrière ça, c'est de se demander, est-ce que les mesures favorisent une atteinte de l'égalité? Et là, ce qu'on fait surtout, c'est de se dire, ah oui, si, il y a 100 $ de plus là, 100 $ de plus de ce côté-là pour ce groupe-là, mais on ne se pose pas la question, est-ce que la mesure, elle répond bien à l'objectif d'essayer d'atteindre l'égalité ou d'essayer d'augmenter, de diminuer les inégalités, en fait. Et de la façon dont elle est souvent faite, pas dans la littérature, mais bien, on le voit dans le budget. Le budget, depuis quelques années, fait un chapitre consacré au budget fédéral, un chapitre consacré à une analyse différenciée selon les sexes plus. Et ils le font, cette analyse-là. On le voit qu'il y a un effort qui est fait, mais c'est très, très mécanique encore, en tout cas, ce qui est reproduit dans le budget. J'imagine que ce qui est fait, le travail derrière tout ça est beaucoup plus complexe, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que la mesure cherche à diminuer les inégalités et c'est pas juste en se posant la question qui a plus d'argent que l'autre qu'on peut répondre à cette question-là, c'est en regardant tout le contexte, toutes les mesures qui sont en place, puis en regardant aussi les différences socio-économiques chez les différents groupes qu'on peut procéder à cette analyse-là. Marie, avais-tu quelque chose à ajouter? Peut-être juste de manière plus générale sur est-ce qu'on pense aider à changer les politiques publiques? Je pense en tant que chercheuse universitaire, c'est un peu ça le but d'une vie, right? D'essayer d'écrire des choses, de faire des analyses, puis peut-être d'avoir l'oreille de quelqu'un quelque part. Est-ce que ça a vraiment un effet? Ça, c'est un peu difficile à dire sur le coup, mais je pense qu'au nom de la science puis au nom de la société, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour éclairer. Après ça, est-ce que cet éclairage-là est pris en compte? Ça dépend de plusieurs facteurs qui, malheureusement pour l'économiste en moi, ont souvent plus trait à la politique qu'à l'économie. Mais bon. Je te laisse poser ta prochaine question. Est-ce que nous avons des questions de la part du public, ces écrans que nous ne voyons pas bouger? Bon, après, je ne sais pas d'ailleurs si au niveau technique, Zoom nous permet de... Pas de questions, OK. Nous allons continuer notre échange, puis après ça, on pourra parler entendre la présentation d'Antoine. Moi, je me posais comme question jusqu'à quel point aussi le fait généralement, ces politiques-là, elles sont annoncées lors du budget. Puis le jour du budget, peut-être pas cette année, là, mais généralement, il y a des huis clos pendant une journée à partir de 8 h le matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Il y a des gens qui proviennent du milieu journalistique et du milieu de la société civile qui sont présentes lors de la présentation du budget avant que ce soit présenté au grand public. Et ça laisse peu de temps pour l'analyse. Je ne sais pas pour les personnes qui ont déjà fait l'expérience d'un huis clos, on pose des questions aux fonctionnaires qui ont fait l'analyse elle-même. Et lorsqu'on veut creuser, justement, Isabelle, les données très précises, désagrégées dont on parle, généralement, c'est là qu'on se bute à ce mur de je ne veux pas vraiment faire le calcul, il faudrait voir, mais on ne sait pas trop. Et le fait que 24 heures, 48 heures plus tard, le cycle médiatique étant ce qu'il est, on est déjà passé à autre chose. Alors, il est un peu tard. Est-ce que ce besoin d'avoir une réponse tout de suite
est-ce qu'il y aurait une façon pour le milieu académique, si je peux dire, le milieu de la recherche, d'arriver avec une alternative? Est-ce que si ça n'arrive pas sur le jour du budget, est-ce qu'il y aurait possibilité, je ne sais pas moi, d'avoir un huis clos spécifiquement pour des chercheurs et chercheuses de façon à pouvoir rendre accessibles ces données? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y aurait-il une piste de ce côté-là pour garder sa pertinence? Bien, Nicolas, brièvement, en fait, quand on regarde un budget et on dit « Ah, telle mesure », la question, je pense, naturelle qui vient aux gens, c'est qu'est-ce qui va arriver, quelle va être la conséquence de cette mesure-là? Puis, ben, pour aller, en fait, la vraie réponse, ça c'est l'économiste en moi qui parle, qui fait des statistiques, on veut savoir le lien de cause à effet entre telle mesure et telle conséquence. Mais malheureusement, répondre à ces questions-là, c'est très compliqué, même quand on a le bénéfice d'être après coup et de pouvoir se dire, ben, quel est en fait le contrefactuel? Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu cette mesure-là? Puis il y a beaucoup de choses qui vont changer en même temps, généralement. Ça fait que répondre à cette question-là, c'est très compliqué, puis c'est clairement pas quelque chose qui est possible même si tu donnes une journée du huis clos à des universitaires, là, on passe nos vies, si on veut, à essayer de répondre à ces questions-là. Donc, peut-être qu'on peut essayer en se basant sur ce qu'on sait déjà, peut-être que si, peut-être que ça, mais généralement, c'est beaucoup trop compliqué, ces questions-là. Donc, on ne peut pas y répondre, malheureusement, de manière aussi rapide, juste avec les paramètres d'un budget. C'est moi ce que je pense, là, mais je vais laisser parole à mes collègues ici. Ben moi, si je peux faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Marie, il y a des mesures fiscales et il y a des dépenses de programmes en matière de protection sociale, parce que c'est là-dessus que je travaille, qui sont particulièrement importantes, et particulièrement importantes financièrement. On est capable quand même, on n'est pas capable, comme tu le dis très bien, de dire, bien, si on enlève cette mesure-là, ce programme-là, l'effet va être ça, parce qu'il y a une conjoncture de plusieurs autres effets en même temps, puis la relation de cause à effet est pas vraiment facilement faisable. Mais entre ça, puis dire, on ne sait pas trop vraiment c'est quoi l'effet que ça a, puis on pourrait essayer de faire une telle affaire, il y a moyen de creuser davantage la distribution des dépenses de transfert aux individus et la distribution des mesures. Il y a des mesures fiscales qui sont très importantes qui méritent un examen attentif. Puis si le milieu de la recherche, pour parler un peu de ce que tu dis, Nicolas, pouvait convaincre les milieux gouvernementaux de dire il faut scruter un peu plus, davantage, certaines mesures, peut-être pas le faire partout, mais dans certaines, parce que plus on va avoir de prise sur la réalité réelle de l'effet de nos programmes, de nos mesures, plus ça va être facile de prendre des décisions pour être encore plus efficace, à mon avis. Je n'ai pas pu retrouver, il y a un exemple de politique qui m'était venu en tête. Je ne veux pas me fourvoyer, mais le gouvernement fédéral avait annoncé une subvention pour les femmes qui iraient étudier. Nous avons une question, nous en reviendrons dans un instant, ça pourrait être notre... on a deux questions. Bon. Je reviendrai à mon commentaire une autre fois si le temps nous le permet. Nous avons un commentaire de la part de Christian Fortin, et je pense que c'est adressé à Isabelle. Une des critiques principales du revenu minimum garanti est que, vu la limite de son financement, une bonification des mesures actuelles est plus appropriée qu'un soutien minimum universel. Que pensez-vous de cette critique? D'abord, que M. Fortin a tout à fait raison. Le débat est rendu maintenant sur est-ce mieux d'améliorer ce qu'on a, par exemple en ajoutant une prestation qui s'additionne au programme déjà existant versus un revenu minimum garanti qui procède par l'impôt négatif. Alors oui, c'est tout à fait là qu'est rendu le débat. Je dirais que la clé réside dans la capacité qu'on a de bien cerner. Quand on dit
une bonification des mesures actuelles est plus appropriée qu'un soutien minimum universel. Je l'entends. Je ne sais pas si M. Fortin fait référence à l'allocation universelle versée à tout citoyen avec un changement dans les paramètres de la fiscalité. Moi, je ne l'ai pas beaucoup étudié. Ce n'est pas une question qui est beaucoup étudiée au Canada parce que ça demande, c'est un autre schème de référence carrément en termes de distribution et redistribution de la richesse. Mais si on le prend sur le revenu minimum garanti, les gens le disent, ben non, un revenu minimum garanti pour les individus, ça va être trop compliqué, ça va coûter trop cher et on est mieux de bonifier les programmes actuels. On serait tenté de répondre oui à cette question-là, hein, ça fait plus logique. Bonifions ce qui n'a pas d'allure et ce qui n'est pas assez, là, et puis voilà, ça va aller mieux. Sauf que ça risque de coûter plus cher parce que le système, le régime de protection sociale, il a commencé à se structurer, mettons, par le gouvernement fédéral au lendemain de la Première Guerre, les premières interventions pour les veuves de guerre et tout ça. Et les auteurs disent aujourd'hui, c'est un patchwork of purposes. Donc, c'est rendu, il y a des programmes qui se sont ajoutés avec le temps pour des groupes particuliers, pour des réalités sociales qui venaient à l'avant-plan. Puis là, ben, c'est un peu une courte pointe qui existe actuellement. Fait que rajouter un autre morceau à la courte pointe, je suis pas sûre que c'est à ce moment-ci de l'évolution des régimes de protection sociale que c'est la solution la plus efficace. L'efficacité est peut-être dans l'examen de ce qui existe, de regarder les dédoublements, parce qu'il y en a, dans les dédoublements de programmes, des dédoublements de services, de regarder l'efficacité des mesures fiscales, davantage que de répondre tout de suite « Ah oui, ça serait mieux d'ajouter ». Mais cette discussion-là, on ne peut pas l'avoir si on ne sait pas plus précisément de quoi on parle, c'est quoi les matériaux, c'est quoi l'argent, elle dépense, c'est où, par qui, et elle donne quel effet. Voilà. Ben, j'aimerais bien vous remercier, vous trois, Isabelle, Marie et Annick. Nous allons conclure ce panel avec une présentation de Antoine Genet-Grégoire, qui est doctorant à l'Université de Carleton. Antoine, la parole est à toi.